Déjà, merci à vous pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler de cette thématique-là, puis d'intervenir surtout dans votre groupe. Vous le savez, on doit vous le dire régulièrement, mais les activités du Shift et notamment dans la culture, sont très inspirants, notamment dans le secteur des grands festivals. Bon, je vais vous faire une petite présentation, en effet, à travers l'exemple du Cabaret Vert. Donc, c'est un festival que je connais bien, puisque j'y ai travaillé encore récemment. J'ai été responsable développement durable jusqu'en avril dernier, en fait. Donc, et là, maintenant, je me suis lancé dans une nouvelle activité d'éco-conseiller. Voilà, donc j'accompagne d'autres événements. Je travaille aussi pour un autre festival qui est à Dijon, qui s'appelle le Golden Coast, qui est un gros festival de rap. Donc là, on est dans un autre récit, dans un autre imaginaire. Tout est à faire, puisque c'est la première édition. Mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter un peu le cabaret, puis je pense qu'après, il y aura, j'imagine, des questions, des sujets à échanger ensemble. Donc j'ai intitulé en gros là ce petit diaporama, on va dire, adaptation et transformation des grands festivals, parce que le Cabaret Vert, en fait, est un grand festival qui se situe à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, non loin de la frontière belge, une vingtaine de kilomètres exactement de la frontière, avec quand même un bassin de population environnant assez intéressant. On n'est pas très loin de Lille, à 2 heures de route, pas très loin de Paris non plus, pas très loin du Luxembourg, de Nancy, Strasbourg, enfin voilà, avec quand même des grandes agglomérations, des grandes métropoles même européennes à proximité. Ceci étant, les Ardennes, on est quand même sur un petit territoire, avec quelques centaines de milliers d'habitants à peine, et avec une préfecture, Charleville-Mézières, qui fait 50 000 habitants. Donc territoire extrêmement rural au final. Le festival, la première édition a eu lieu en 2005. C'est un festival associatif qui est géré par une association de loi 1901, un but non lucratif, qui s'appelle FLAP. Alors pour la petite histoire, FLAP, ça veut dire Front de libération des Ardennes profondes. Donc je dis souvent que ça présente assez bien le projet associatif de la structure, en fait. Donc c'est un projet de territoire, c'est un projet de développement territorial, en fait, cette association qui utilise la culture comme un levier, en fait, de développement économique à travers des valeurs de développement durable, en fait. Donc 2005, première édition du cabaret, on est sur une édition de 2 jours, une journée payante, une journée gratuite, festival qui naît comme on peut en voir plein en France, donc l'énergie de jeunes du territoire des Ardennes, des musiciens en fait, qui créent le festival pour faire face en gros, à l'absence de lieu pour se produire. Donc ça démarre comme ça, sur des valeurs très fortes autour de la durabilité, de l'écologie, du développement des Ardennes, etc. Donc une vraie envie dès le démarrage de mettre en place des politiques de circuit court, de favoriser la gastronomie locale. On est dans le pays de la bière ici, dans les Ardennes, de mettre en avant la consommation de bière avec modération, bien entendu. Donc le festival rencontre tout de suite un premier succès, très vite, et grandit très rapidement pour atteindre en 2010 48 000 spectateurs. On double la surface du site. Moi, je suis arrivé dans l'équipe à ce moment-là, en fait. J'ai pris après les fonctions de responsable développement durable en 2013. Au début, j'étais un peu sur un poste couteau suisse, comme on dit. Et en 2010, en fait, on a commencé un peu à prendre conscience de tout ce qu'on pouvait générer comme impact. Donc, on a d'abord questionné les impacts socio-économiques, en fait, pour essayer un peu de légitimer le projet. Travailler aussi la question des financements privés, notamment. Et c'est là où on a commencé un petit peu à conscientiser un petit peu plus le projet, à s'approprier des termes comme développement durable et solidaire, etc., aller un petit peu plus loin dans le projet, au point, en 2013, de créer un poste à temps plein dans l'équipe de responsables développement durable sur la mise en place de toute la stratégie, on va dire, de transition écologique du festival. Donc c'était un poste qu'on a créé, qui était à l'époque assez peu courant dans des festivals de cette taille-là, puisqu'en 2013 on était à 75 000 spectateurs. Et puis ensuite, le festival a continué à grossir. En 2016, après les 10 ans du festival, en 2014, on a commencé à taquiner des chiffres de fréquentation très importants, autour de 94 000 spectateurs. On s'est ensuite lancé
dans des projets de développement beaucoup plus ambitieux, en se frottant à des programmes européens comme des projets Interreg transfrontaliers qui sont pas simples. En 2019, avant la crise post-Covid, on a franchi un nouveau record de fréquentation avec plus de 100 000 spectateurs, et on a commencé à travailler sur une nouvelle feuille de route en fait, qui est une feuille de route assez ambitieuse en fait, qui devait nous emmener, enfin qui nous emmène parce qu'elle est toujours en cours jusqu'en 2025. Où là, on s'est fixé de manière en interne, on a fait une grande période de consultation, de réflexion sur qu'est-ce que devait être notre projet associatif et vers quoi on voulait l'emmener. Et donc, on a aussi réfléchi à se donner une feuille de route très ambitieuse sur une douzaine d'items en fait qu'on a travaillé. Donc, on s'est inspiré quand on a travaillé sur ce document-là, sur cette feuille de route, sur des choses qui existaient déjà. Hein. On s'est inspiré par exemple des objectifs, des ODD de l'ONU pour un peu formaliser un peu tout ça. Donc, on a travaillé sur une douzaine d'items autour des transports, de l'alimentation, de l'accessibilité, beaucoup d'enjeux sociétaux aussi, la lutte contre les discriminations, des notions aussi de partage, de coopération, etc. Donc, on s'est fixé des objectifs très ambitieux, qui se sont retrouvés un peu vite freinés par la crise du Covid. Le festival s'est trouvé bien entendu empêché pendant 2 éditions, en 2020-2021. Et en 2022, on a repris le festival, et c'est peut-être là où, voilà, pour en arriver au sujet qui nous occupe là, c'est que pendant la crise du Covid, il y a eu une espèce de prise de conscience quand même dans l'équipe sur un peu notre fragilité, sur le fait d'être un festival important qui accueille plus de 100 000 spectateurs et qui peut du jour au lendemain se retrouver, on va dire, annulé, empêché avec une crise sanitaire qui, voilà, on sait que elle est quand même due aussi, voilà, à l'emprise de l'activité humaine sur la biodiversité, sur son milieu naturel. Donc, ça nous a un petit peu déstabilisé. En tout cas, on se sentait pas aussi fragile à ce moment-là. Donc, on a réussi à se relancer et à se dire, il faut qu'on travaille maintenant vraiment notre impact sur l'environnement, sur le changement climatique. Il fallait qu'on prenne davantage en cause ces notions-là, qu'on travaille davantage, qu'on ait une meilleure connaissance de notre festival aussi sur son impact climatique. Donc c'est là où on a décidé de se lancer donc dans la réalisation d'un bilan carbone en fait, et dans le but d'établir pour la suite des éditions une stratégie de décarbonation en fait de nos activités. Donc tout ça est parti un petit peu, voilà. Je vous ai fait très rapidement les 20 dernières années du Cabaret Vert, mais voilà où ça nous a amené en tout cas. Donc c'est là où on a décidé, après l'édition 2022, de se lancer dans cette démarche de décarbonation. Donc vous connaissez tout ça mieux que moi, j'imagine, mais tout ça c'est aussi fait donc du coup dans un contexte international très fort. Voilà, il y a aussi bien entendu les accords de Paris. Nous on s'est beaucoup inspiré de ça, en tout cas de ces objectifs-là fixés. Les travaux du GIEC, bien entendu, on les consulte, on les lit, on les partage. Pour nous aussi, cette ambition de décarbonation, elle s'inscrit aussi dans un contexte national et européen. On en parle beaucoup en ce moment des actions, enfin peut-être pas autant qu'il faudrait des élections européennes, mais en tout cas le Green Deal européen pour nous c'est aussi un cap, c'est aussi une ambition qu'on a envie de suivre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on suit de très près. La stratégie nationale bas carbone, bien entendu, on n'imagine absolument pas qu'un événement comme le Cabaret Vert ne puisse pas, en tout cas, suivre ces objectifs-là, cette stratégie-là. Et puis un contexte local. Nous, le Cabaret Vert, depuis 2016, le réchauffement au mois d'août dans les Ardennes, c'est une réalité. On a beau être dans le nord de la France, près de la frontière belge, on a eu des éditions en forte canicule. En 2016, par exemple, on a eu une édition à plus de 38 degrés en moyenne en journée. Donc c'est juste insupportable, c'est invivable pour les gens qui travaillent, c'est invivable pour les publics, c'est totalement insupportable pour les artistes qui doivent se produire sur scène à 16 heures de l'après-midi en plein cagnard. C'est des conditions assez extrêmes. L'an dernier, on a eu un montage sous 2 semaines de flotte. On a eu 160 mm d'eau au mois d'août dans les Ardennes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a failli ne pas ouvrir les portes. Et ça a quand même eu aussi un impact non négligeable sur les budgets du festival, parce qu'il a fallu au dernier moment qu'on ramène des matières sur site pour pouvoir rendre le site accessible. On parlait tout à l'heure des conditions d'assurance
sur ces grands rassemblements-là, voilà, nous on le constate depuis 5-6 ans, on se rend compte que nos grands rassemblements deviennent de plus en plus difficilement assurables. En tout cas, on voit des charges qui augmentent sur cette partie-là. Donc tout ce contexte-là, au final, local, national, européen, international, on baigne dedans et ça nous a aussi alimenté et nourri pour mettre en place ces stratégies de décarbonation, quoi. Donc, comme on a fait, on a fait, voilà, comme on a pris le problème un peu à bras le corps. Donc, on a déjà essayé de travailler sur un diagnostic. Donc, tout simplement, donc de mesurer notre empreinte carbone. Donc, on a pris l'année 2022 de référence. Alors, jusqu'à présent, on n'avait jamais lancé de bilan carbone sur le festival. On s'était jamais intéressé à ça parce que c'était aussi une charge financière un peu lourde qu'on se sentait pas encore capable de l'assumer, entre guillemets. Ça demandait aussi du temps, un peu de connaissances. Moi, j'ai profité du cabaret, du Covid pour me former. J'ai suivi les formations de l'association Bilan Carbone. C'est pas moi qui ai fait le bilan carbone, on s'est fait entourer d'un prestataire, en l'occurrence Pierre Muller, qui est un Alsacien, qui est directeur de la structure qui s'appelle Éco-Manifestation Alsace. Je le salue, je sais pas s'il m'entend. Et on a fait aussi, en même temps que ce diagnostic d'empreinte carbone, une étude sur la mobilité, parce que dès le démarrage, quand on a commencé à travailler ce bilan carbone, on avait quand même le sentiment que ça allait jouer sur la mobilité au sens large et des publics en particulier. Donc, on a voulu très très rapidement mieux connaître notre public sur ses mobilités, ses freins, ses usages, etc. En parallèle, on a mis en place des actions de sensibilisation. Ça nous semblait assez important vu qu'on allait devoir mobiliser l'ensemble de l'équipe pour la collecte de données de notre bilan carbone. Donc, on a mis en place des ateliers. Donc, on a fait venir des intervenants. On a, par exemple, fait venir David Hirn, qui a écrit ce bouquin avec Samuel Valenzi sur des carbones dans la culture, qui est venu chez nous, qui a rencontré nos administrateurs, notre président, l'équipe salariée pour sensibiliser l'équipe aux enjeux de décarbonation et culture, secteur culturel. On a aussi fait des fresques du climat avec nos équipes, avec des bénévoles. Ça marche plutôt bien. Et puis, on était aussi tout au long de ce travail, on l'est encore, dans une logique de dissémination, c'est-à-dire on essaie aussi de faire profiter tout ce que nous on peut apprendre, tout ce qu'on peut collecter, toute notre expérience qu'on va accumuler à travers cette ambition, de la partager avec tout le secteur culturel, alors local, mais aussi ça peut aussi aller au-delà. Par exemple, on a un peu initié le fait que notre collectivité se lance dans la rédaction, dans la collecte et la mesure de son empreinte carbone, parce qu'il n'y avait pas de bilan carbone, par exemple, sur la ville de Charleville-Mézières. Ça a été fait par la suite, quoi. Donc, les étapes, on s'est vite lancé. Ça, vous les connaissez, j'imagine, mais en tout cas, là, je vous ai montré cette petite diapo pour vous dire à peu près où on en était, en fait, nous, sur le cabaret. On est en train là de finaliser un plan d'action de réduction. En tout cas, on a déjà lancé quelques initiatives en même temps que la publication de notre bilan carbone. Et là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de commencer en tout cas, à porter une trajectoire de décarbonation, en sachant que notre festival, en tout cas le Cabaret Vert en l'occurrence, je dis encore notre, le Cabaret a quand même pour objectif d'agrandir sa jauge. Donc là, on est quand même sur un beau paradoxe, on va dire presque. Pour des raisons financières, le festival s'autofinance à 80%. C'est un budget d'un peu plus de 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à travailler sur cette augmentation de jauge, dès le démarrage, dès 2022 en sortie Covid, on s'est dit qu'il fallait aussi du coup être encore plus performant sur la connaissance de notre impact environnemental et mettre en place des actions de réduction, notamment à travers ce bilan carbone. Donc vite fait, je vous montre quelques données pour vous en rendre un peu compte, parce que je trouvais ça intéressant, moi, dans la démarche bilan carbone, ça nous a appris à mieux connaître notre festival et à produire de la data et à se rendre compte aussi de l'impact vraiment matériel, en tout cas de matérialiser certaines activités, certaines actions. Donc on a aujourd'hui fait une petite cartographie des flux sur notre festival, donc de mesurer dans tous les sens. C'est souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent voilà, bilan carbone c'est quoi, c'est quand même beaucoup de collectes, beaucoup de mesures. Ça nous a pris à peu près 10 mois à tout collecter au sein de toutes les équipes
je vous l'ai dit, il y a 2500 bénévoles, mais il y a 200 responsables qui nous accompagnent pour l'organisation du festival, qui sont 2 tiers des bénévoles. On a quelques professionnels pour la technique, la sécurité, la communication, etc. Mais le reste, ce sont énormément de bénévoles, donc ça met du temps à mettre en place les process de collecte, à collecter les informations, après les traiter, les vérifier, les consolider, puis après les présenter proprement aux prestataires pour qu'ils puissent après faire le calcul du bilan carbone. Donc en tout cas, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qui peut transiter. Alors, tout n'est pas là, hein, mais vous avez déjà par exemple en termes de déchets, c'est un truc qui revient souvent sur les festivals, donc, qui est très visible de la part du public. Donc on fait ça depuis le démarrage, nous, le tri, la collecte, la valorisation de nos déchets, bien entendu, et la réduction, puisque maintenant on est en capacité maintenant de réduire environ de 4-5% par édition le volume de déchets. Mais voilà, donc on a aussi en termes d'énergie, on a la chance d'être sur un festival qui est en centre-ville, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce site, qui bénéficie d'équipements, mais aussi de capacité en raccordement au réseau électrique ville. J'en parlerai tout à l'heure dans les solutions, parce qu'on a un vaste projet pour étendre l'électrification du festival. Donc on s'est rendu compte que 75% en gros de l'énergie du festival était plutôt une énergie bas carbone. Et puis après, en regardant un peu tous les matériaux, tous les intrants, on se rend compte que ça a été une des grandes surprises, mais qu'on a beaucoup d'intrants en impression textile, que ça reste quand même les boissons qui sont les intrants en termes de quantité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un pays de bière. Nous, chez nous, on a quand même une quinzaine de buvettes. Pour ceux qui sont déjà venus sur le festival, nous, il y a 50 bières locales, ou en tout cas moins de 200 km à la ronde qui sont à la carte. Aucun produit de l'agroalimentaire sur le festival. 75% des produits qui sont utilisés sur la restauration sont des produits ardennais. Donc on travaille beaucoup sur ces notions-là. Et puis après, en termes de services achetés, voilà, c'est quand même 5 scènes qui sont louées, c'est plus de 350 tonnes de matériel déplacé. Il y a un pont flottant maintenant qui est installé sur le festival, parce qu'on est bordé par la Meuse. Donc il y a aussi des enjeux de biodiversité à respecter pour l'organisation de l'événement. Voilà, plus des structures, des chalets, des pagodes, des chapiteaux, tout ce qu'on peut retrouver sur un événement de cette taille-là. Donc au final, ce bilan carbone, on arrive à quasiment 3300 tonnes d'équivalent CO2, donc produit sur l'édition 2022, donc avec 125 000 spectateurs. En 2023, on a fait 127 000 spectateurs, donc je pense qu'on va pas être très loin à peu près du même bilan carbone pour 26 kilos CO2 d'émissions par festivalier. Ça donne un peu un indicateur. Quelques festivals qui font également des bilans carbone, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, dans les musiques actuelles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Wheel of Green, qui est le plus réputé, sans doute, où eux sont plutôt à 16 kilos par festivalier. Ça vient du fait, surtout, qu'ils sont quand même passés en végétarien sur la restauration publique, et en tout cas en 100% végétarien, et qui bénéficient des infrastructures en matière de transport sur Paris. Mais on s'attendait à un chiffre un peu plus important, en fait, pour tout vous dire. On s'attendait à être, je sais que par exemple les charrues sont plutôt autour de mémoire, un peu plus de 10 000 tonnes, je crois. Bon, après, c'est beaucoup plus important en termes de fréquentation. Si on regarde un peu maintenant en termes d'activité, comment se répartissent ces émissions, pas trop de surprises, principalement les déplacements, publics, artistes, équipes, prestataires. On est quand même à 55%, à peu près 1800 tonnes. Ça a été une surprise également pour nous, parce que d'habitude, sur les grands festivals comme ça, on est plutôt à 70-80% même. C'est des émissions qui viennent des déplacements. Donc, là, nous, on l'a analysé en fait du fait que on a quand même un festivalier sur 2 qui est ardennais. Donc, on a quand même une grande majorité de nos festivaliers qui font quand même un petit peu moins de 30 km pour venir sur le festival. Donc ça joue beaucoup, cette proximité, ce public local, cet ancrage local. Ça peut être aussi une piste, notamment dans notre décarbonation, c'est-à-dire favoriser et peut-être développer cet ancrage local au niveau du public. Ensuite, on a tous les intrants, donc essentiellement boissons publiques, et la restauration publique, qui sont assez conséquents. Plus les équipements scéniques, on pourrait rajouter la restauration catering artiste, ça prend quand même un gros paquet. Et puis, petite surprise pour nous, ça a été une grosse révélation de ce bilan carbone, le merchandising, qui émet un petit peu plus que l'énergie, au final. Donc, ça, c'est les styles qu'on imprime et qui viennent, alors, pas en totalité
qu'on développe du textile made in France ou en tout cas made in Europe. Mais on va dire l'essentiel vient encore d'Asie. Donc là, il y a encore un petit chantier à faire. En tout cas, voilà, on parle souvent d'énergie, on parle souvent de déchets, mais on le savait déjà, mais ça a confirmé le carbone. L'enjeu n'était pas forcément là, quoi. Même si ça reste des secteurs à travailler, bien entendu. Si on focus un peu sur les émissions du public, enfin des déplacements du public, des déplacements, pardon, on se rend compte que c'est sur les déplacements, sur les 1800 tonnes, c'est 90%, c'est le public. Donc on est bien d'accord, on le sait tous, on sait que sur ces grands rassemblements, ces grands événements, le gros levier, ça va être les déplacements du public. Sur l'équipe salariée, on est à un petit 1%, mais on a tendance à modérer ça parce que on était encore plus ou moins en Covid, donc il y avait encore un peu de télétravail à ce moment-là quand on a fait la collecte de données et voilà. Puis on est quand même, alors après on est quand même nombreux à venir en vélo. Enfin voilà, on utilise peu la voiture malgré tout. Les artistes, on en parlera dans quelques jours à Lille, mais c'est quand même pas négligeable, 155 tonnes, c'est seulement 9% des déplacements, mais quand même. Donc là, je pense qu'il y a quand même un levier également à activer. Et après, on est peut-être aussi beaucoup on s'est rendu compte sur les artistes que ça se jouait énormément sur la main stage, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, les prestataires, on est sur cette tonne, ce qui est assez faible. Si on regarde en détail les déplacements du public, si on regarde selon les distances parcourues et la répartition selon les émissions de GES, on se rend compte bien entendu que c'est la voiture qui est vraiment le vecteur principal d'émission, 83%. Nous, on a peu de festivaliers qui viennent en avion. On a la chance de ne pas avoir d'aéroport à proximité. En tout cas, l'aéroport le plus proche, il a 1h30, quasiment 2 heures de route. Donc ça limite pas mal. Et on est sur un territoire rural qui est composé à 95% de routes départementales. Voilà, avec peu de possibilités de voyage en train et pas de lignes de bus la nuit, par exemple, à Charleville-Mézières, à partir de 21h, il n'y a plus de bus. Voilà. Par contre, on a un réseau piste cyclable qui est assez développé, j'en parlerai tout à l'heure. On s'est rendu compte quand même que même si peu de festivaliers déclaraient utiliser des plateformes de covoiturage, on était quand même sur en moyenne 2,83 passagers par véhicule. Donc il y avait quand même des pratiques, c'est-à-dire qu'on était quand même la pratique un peu de l'autosoliste qui vient en festival. En fait, c'est peu courant. En fait, les gens se déplacent quand même entre amis, en bande. Voilà, c'est quand même plutôt courant. C'est quand même un objectif pour nous de développer davantage de covoiturage et de réduire l'usage de la voiture sur le festival. Alors là, si on regarde, je vous ai fait un petit focus sur les artistes pour regarder par scène. Donc, si vous n'êtes pas un habitué du cabaret vert, Zanzibar, c'est la main stage, c'est la scène où se produisent à peu près les grandes têtes d'affiche. Donc en 2022, de mémoire, c'était Slipknot, grand groupe de métal américain. Alors oui, ils étaient à 90 personnes sur la route. Faut imaginer qu'il y avait un semi rempli de merchandising, un camion avec des propres machines à laver en tournée, une grosse production américaine. Des gens comme Calvin Harris, un grand DJ international. Voilà, et on s'est rendu compte que même si ces artistes-là représentent même pas, on va dire, c'est à peu près 120 groupes sur la programmation globale du festival, et les artistes qui jouent sur la main stage sont à peu près une vingtaine au total. Donc c'est très peu en termes de nombre de groupes, mais voilà, c'est eux qui représentent le plus d'émissions de CO2 en matière de transport. Donc ça, c'est bien entendu la technique et les transports internationaux qui vont avec. Illumination, c'est la scène 2, c'est une scène à peu près équivalente. Puis après, on est Razorback, Green Floor, ce sont des scènes thématiques. Green Floor, c'est une scène électro et beaucoup d'artistes DJ qui sont très adeptes des transports aériens, qui font beaucoup de dates en vol international, sur des dates en one-shot. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Marseille il y a 15 jours, 3 semaines avec le festival du Bonheur qui a annulé un artiste, un DJ qui voulait faire 2 dates le même jour en se déplaçant en jet. Donc ils ont annulé l'artiste pour cette raison-là, quoi. Donc ça, nous aussi on contractualise sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc voilà pour les artistes. Si on s'intéresse un peu aux intrants pour un festival un festival comme le Cabaret Vert, nous c'est 65 tonnes d'aliments qui transitent sur le festival. Donc on a une trentaine de stands de restauration.
pour les campings et le site. 52% de ces émissions-là se retrouvent sur les boissons. Donc, on consomme beaucoup de boissons, même si c'est des boissons quand même locales. S'il y a peu de transport, malgré tout, parce qu'on favorise les brasseurs et les fournisseurs locaux, ça génère quand même une part assez importante d'émissions. Et je pense que là, il y a aussi un enjeu, quoi. En tout cas, on se rend compte que la bière est fortement émettrice. Et d'ailleurs, en travaillant avec le prestataire, on s'est aperçu que c'était une des limites justement de la méthode bilan carbone. En tout cas, c'est qu'on avait en tout cas des facteurs d'émission de bière qui n'étaient peut-être pas forcément adaptés encore au grand festival. Donc là, il y a peut-être un sujet de travail en tout cas à avoir. Après, en deuxième, bien entendu, l'alimentation. Donc sur le festival, on n'est pas en 100% végétarien. On a à peu près on a plus de 50% de plats maintenant qui sont sans viande proposés au public. Et depuis 2 ans maintenant, tous les nouveaux stands qui viennent sur le festival sont sans viande. Donc, petit à petit, on essaie d'orienter le festival avec une offre beaucoup plus conséquente en végé. Et là, on commence à mettre les stands de restauration en ordre de marche pour travailler la part de la viande rouge sur le festival. C'est pas simple. Par exemple, dans les Ardennes, le logo de notre département, c'est un sanglier. Voilà. Donc, on est dans un territoire très rural, adepte de la salaison, de la charcuterie, etc. Donc, il y a des pratiques alimentaires qui sont pas évidentes à modifier, mais on se positionne aussi, on travaille cette question-là. Alors, les solutions, parce que voilà, une fois qu'on a fait ce travail de mesure et on a commencé dès l'année dernière à mettre en place des solutions, donc on s'est attaqué d'emblée. Notre sujet number one, bien entendu, c'est comment travailler la mobilité sur un grand festival comme ça, comment réduire notre impact à travers la mobilité. Donc, il y a un sujet très simple qui est déjà la mobilité proche, on va dire urbaine, donc qui est donc le vélo. On a la chance d'avoir un réseau de pistes cyclables autour du site du festival qui est plutôt bien fait, qui se développe et qui même s'adapte au festival. On travaille beaucoup avec la collectivité pour ça, pour faire en sorte que le festival puisse être facilement accessible en vélo. On est raccordé à une Eurovéloroute qui permet de remonter toute la Meuse jusqu'aux Pays-Bas. On a bien entendu un parking vélo qui est proposé aux festivaliers, qui est gratuit, gardienné, sécurisé, avec une association locale qui l'anime, où on peut gagner des jeux, où on offre des gilets de sécurité, où on peut même se faire réparer son vélo. Donc on met ça en place et ça porte ses fruits. On se rend compte que d'année en année, ça fidélise et les gens utilisent de plus en plus le vélo. Puis je pense que c'est aussi un petit peu, il y a un phénomène en ce moment, en tout cas on voit beaucoup sur Charleville, autour du vélo. On est à peu près sur 3500, 4000 festivaliers au total qui viennent stationner sur ce parking. Et puis, on développe aussi des services annexes, notamment des services de location de vélos électriques. Ça, c'est assez récent depuis l'an dernier sur notre agglomération, quoi. On travaille bien entendu la question du train pour la mobilité. Donc, on a des partenariats, avec la SNCF, bien entendu. Donc, on propose des retours à 1 euro avec votre billet du festival. Vous pouvez l'acheter en guichet ou sur Internet pour avoir votre billet à 1 euro sur tous les TER Grand Est. Il y a aussi, là, on va mettre une opération avec les TGV nuit cette année. Et là, depuis 2 ans, on travaille des lignes de nuit, des trains de nuit. Donc, à 2h30 du matin, le festival ferme à 3h. On a une ligne de nuit maintenant qui fait Charleville jusqu'à Reims et qui s'arrête sur toutes les gares intermédiaires. Et là, on travaille cette année pour étendre une nouvelle ligne de nuit plutôt vers la vallée de la Meuse pour remonter quasiment vers la Belgique, quoi. Et ça marche plutôt très bien. On fait également des lignes de bus gratuites urbaines, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bus gratuit après 21h sur Charleville. Donc ça, c'est un service complémentaire qu'on travaille avec le prestataire et l'agglo. Et puis, on met aussi en place des lignes de bus nationales, donc au départ de Lille, Bruxelles, Nancy, Paris, qui, pour tout vous dire, marchent moyennement. On a du mal à les commercialiser. Je pense qu'il n'y a pas encore une habitude, il n'y a pas d'habitude autour du bus qui est prise vraiment par nos festivaliers, par la population en général, quoi. En tout cas sur notre territoire. Une des autres solutions, c'est travailler, en tout cas la décarbonation de l'énergie du festival, de l'approvisionnement énergétique. Donc, on utilise à peu près une vingtaine de groupes électrogènes sur le cabaret vert plus des twins, hein, la plupart sont doublés. Et donc là, on travaille sur un gros projet qui va être lancé à la rentrée, après l'édition 2024, d'électrification. Donc on va avoir tout un réseau basse et haute tension sur site, privé, qui va nous permettre donc de supprimer dans un premier temps une petite quinzaine de GE,
de groupes électrogènes sur le festival pour pouvoir se raccorder au réseau ville et avoir un réseau complètement indépendant. En sachant que dans un avenir assez proche, d'ici 2-3 ans, on envisage aussi de développer du photovoltaïque, puisque sur le site du festival, je vous l'ai pas dit, mais on a également une friche industrielle avec des bâtiments qui sont exposés plein sud sur lesquels on compte développer du photovoltaïque d'ici, on va dire, 2030, quoi. C'est un gros projet avec un réseau en autoconsommation qu'on pourrait partager avec la population et avec les entreprises à proximité, quoi. Voilà, je sais pas si vous m'entendez encore. Tout bon. Non, c'est nickel. Carrément, un grand merci. Dis donc, Jean, c'est génial. Je ne sais plus si vous m'entendez ou pas, j'avais peur d'être coupé en fait, donc c'est pour ça. Non, t'inquiète pas. Non, je voulais juste dire sur la fin, la dernière diapo, après je vous laisse la parole, mais bien entendu, voilà, on travaille beaucoup sur la carbonation, mais que depuis le démarrage du festival, on s'attaque aussi à d'autres sujets sur la question des ressources, la question de la biodiversité, la question de la qualité de l'air, enfin voilà, tous ces enjeux-là aussi, voilà, je dis souvent, même si c'est très important, pour nous, en tout cas, dans notre stratégie, la manière dont on aborde les choses, la mise en place d'une politique de décarbonation, d'un bilan carbone, ça nous permet de travailler une stratégie, de nous projeter, en tout cas de se fixer des objectifs, de mieux connaître notre événement, et ça ne doit pas occulter le reste, les autres sujets, bien entendu, en termes d'impact qu'on peut avoir à travers l'organisation d'un grand festival comme celui-ci. C'était une sorte de conclusion que je voulais apporter. Eh ben, ouais, c'est une bonne conclusion. D'ailleurs, en fait, moi, ça m'évoque tout de suite une question, en fait, tout ça, histoire de lancer les hostilités. Après, j'invite tous ceux qui le souhaitent à rallumer leur caméra, s'ils veulent poser des questions ou même juste, voilà, être là. En fait, parmi toutes ces données, en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas s'occuper que du bilan carbone, mais il en va aussi de la viabilité, faire en sorte que ça perdure, ce festival. Il y a un moment, tu as évoqué l'idée que ça grossisse encore, alors que vous avez déjà, je sais pas, qu'est-ce que j'ai cru lire? C'est plusieurs centaines de milliers de... Non, c'est 125 000 spectateurs, c'est ça? Sur la dernière édition. Ouais, la jauge, elle était à 26 000 jours, et là, en 2024, elle va être à 32 000 jours. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tout ce qu'il y a, hein. Il faut encore que les gens viennent, hein. Et en fait, est-ce que pour autant, tu penses que c'est possible de continuer à baisser, à continuer cette dynamique de baisse, tout en ayant plus de spectateurs? Enfin, moi, c'est un des trucs qui me paraît compliqué. Alors, c'est les scénarios qu'on s'est fixés après notre bilan carbone avec Pierre, et puis on a bossé sur le bilan carbone. Je lui ai demandé de travailler sur des scénarios en se disant, voilà, imagine le festival augmente sa fréquentation de 30%. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour au moins maintenir, ne pas augmenter déjà nos émissions, ne pas... Attends, excusez-moi, je suis dérangé par ma fille. Hop là. Oui. Maman ne peut plus jouer avec moi. Non, ma chérie, je suis occupé. Maman ne peut plus jouer avec moi. D'accord. Tu veux d'accord? Bon. Hop, voilà. Présente Clémentine. Ça, c'est une vedette. Première, génial. Bienvenue, Clémentine. Bonjour. Ouais, donc, c'est tombé sur moi. Ouais, donc je te parlais des scénarios. En effet, on s'en est posé, quoi. Donc, c'est clair que l'enjeu il est massif, quoi. C'est-à-dire que on sait que c'est pas forcément c'est pas une chose évidente. On s'est posé trois trajectoires, en fait. On s'est dit, il y a une trajectoire simple, on fait comme on fait là, c'est-à-dire on garde nos engagements en matière de circuit court, en matière de gestion des déchets, en matière de collecte, on fait pas plus. Et on s'est dit que si on augmentait notre jauge de 30%, on aurait une hausse de nos émissions de 25%. Donc c'est forcément un scénario qui est pas tenable et qui est pas envisageable, qui est pas du tout raccord avec les accords de Paris. Il y a la trajectoire 2, qui est la trajectoire qu'on a appelée, nous, d'optimisation, on va dire, où on va dire qu'on va commencer à réduire très fortement nos réductions, réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre sur l'énergie. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le plan d'électrification du site, on attaque ça, on commence à modérer l'utilisation de groupes électrogènes, on commence à travailler, par exemple, toutes les émissions liées aux amortissements, à diminuer les achats,
à utiliser en priorité des matériaux biosourcés. Et là, on va dire qu'on va être sur une augmentation de l'ordre de 13% à peu près. Donc, on continue à augmenter nos émissions, mais voilà, on est sur une trajectoire un petit peu plus maîtrisée. La trajectoire idéale, en fait, si on veut Attends, monter en excuse-moi, je suis super désolé. Et d'autant que j'ai des enfants aussi et que j'ai pas envie de te voler à ta vie. Non, mais juste, je te coupe dans ce que tu expliques. Tu dis que c'est augmentation de 13% des émissions, mais par contre, ça serait en continuant d'augmenter de 30% les spectateurs ou ouais, c'est ça. Que je t'expose, c'est à chaque fois, c'est si on augmente de 30% de spectateurs et qu'on veut garder nos émissions de 2022, en fonction des actions qu'on va mettre en place, comment est-ce qu'on arrivera à réduire cette augmentation d'émissions, quoi. Et le scénario idéal, voilà, qu'il faudrait affiner, hein, parce qu'on l'a fait vraiment en se disant, tiens, je donne ça, on partage ça dans l'équipe et on se donne un peu un cap. Scénario idéal pour avoir vraiment une trajectoire de neutralité, trajectoire vraiment neutre, où on maintient nos émissions de gaz à effet de serre tout en grossissant déjà. Et voilà, je parle même pas de réduire, hein, je parle juste de maintenir. Ça voudrait dire qu'on arrive à réduire à peu près, en faisant une augmentation de 30% de la jauge, il faudrait qu'on arrive à réduire d'à peu près 800 tonnes notre bilan carbone. Donc là, c'est un effort assez colossal. Donc en gros, c'est diminuer complètement toutes les émissions liées à l'énergie. Donc c'est-à-dire que là, on oublie complètement les énergies fossiles sur le festival. On réduit pratiquement de l'ordre de 80% nos émissions liées aux amortissements. Donc là, on est vraiment sur des logiques de prêt, d'économie circulaire. On met complètement de côté les matériaux type acier. Voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Et puis, on est sur une restauration 100% végétarienne. Et là, on imagine aussi dans ce scénario-là, il faudrait que 50% de nos festivaliers se déplacent en train ou en bus. Là, actuellement, on est plutôt sur 75% venant en voiture. Donc, ce scénario-là de neutralité, déjà, que j'appelle neutralité, c'est-à-dire on ne monte pas nos émissions, on augmente la jauge, c'est ça, en fait, la trajectoire qu'il faut attendre. Donc, c'est jouable, mais voilà, ça nécessite un investissement colossal pour électrifier complètement le site. Donc là, on a commencé à enclencher, hein, on est sur un plan d'investissement déjà d'1 million d'euros pour les 2 prochaines années. Donc ça, c'est le premier levier qu'on va activer. Sur les amortissements, là, c'est des habitudes d'achat et là, c'est du travail à faire avec nos scénographes, avec nos régisseurs, toutes les équipes techniques, en gros. Et après, il y a les habitudes alimentaires à modifier. Là, c'est quand même un vrai sujet qui est pas simple. Et changer les comportements en matière de mobilité. Donc, je te dirais que c'est possible, mais gros travail. Gros travail. Et ça va nécessiter, évidemment, un vrai accompagnement des collectivités, de partenaires, etc., etc. Tu m'étonnes. En fait, c'est tout ça pour juste pas augmenter, en fait. Parce que du coup, ça serait... Oui. Ça vous maintiendriez la même émission de CO2, mais juste, il y aurait une augmentation constante de 30% de spectateurs. C'est ça? C'est ça. En sachant qu'on est tous d'accord qu'il faut réduire. Hein. L'idée, c'est pas d'en remettre plus dans la baignoire. On est bien d'accord. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est... Donc, ça donne déjà une idée du défi qui nous attend et qui attend la plupart des grands festivals, en fait. Mais est-ce que une des meilleures façons, c'est pas juste de baisser le nombre de spectateurs? Alors oui, ça peut être effectivement la question de la jauge, en tout cas de travailler sur une diminution du nombre de spectateurs, bien entendu, quoi. Ça peut être aussi l'idée. Là, moi, je pense qu'après, alors ça, c'est mon avis, hein, mais je pense que le projet du Cabaret Vert, c'est un projet de territoire, c'est un projet assez unique, et qui fait vivre quand même beaucoup de prestataires, qui a un impact local fort sur l'économie, qui a un impact qui crée du lien social, du lien culturel. Je vous ai parlé de ce projet de réhabilitation de la Massérienne. C'est une friche industrielle en plein milieu du site qui fait 10 000 mètres carrés, qui va être réhabilitée sous forme de tiers-lieu, où on va réhabiliter grâce à ça une turbine hydroélectrique pour produire de l'énergie en plus tout au long de l'année. On a ce projet de réseau partagé solaire sur le festival et avec les habitants et les riverains et les entreprises. Donc, on a un impact aussi positif. Voilà, on a un impact négatif avec notre activité, on a un impact positif.
la question de ça, moi, la vraie question, en fait, c'est de se dire où est-ce qu'on se situe. Je pense qu'on a un plancher sous lequel il faut pas descendre, un plafond qu'il faut pas atteindre. Et nous, tout le projet du Cabaret Vert, c'est de se situer entre le plancher et le plafond. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est fou parce que vous posez peu la question d'une diminution réelle des missions, quoi. Si je comprends bien. Si, l'objectif, c'est d'arriver déjà à arrêter, ne pas augmenter pour après être en capacité de réduire au fur et à mesure. Et ça, c'est des trajectoires qui sont à plus long terme. Mais déjà, oui, déjà l'idée, c'est de stopper la machine. Et après, c'est travailler sur, par exemple, la question des transports, qui est un vrai sujet, où là, on le prend de front. Bah, ça veut dire travailler avec les collectivités, ça veut dire travailler avec les SNCF, ça veut dire travailler, quand vous êtes acteur culturel et que vous allez travailler avec la SNCF, vous découvrez un nouvel univers, quoi, un nouveau langage, le millefeuille administratif, c'est un truc de malade de travailler pour mettre en place des trains. C'est des années de discussion entre la région qui gère les TER, la SNCF qui gère les trains, le réseau Gare et Connexion. Et en plus, si vous voulez avoir un train qui arrive Gare de l'Est, faut travailler avec la direction de la Gare de l'Est, qui travaille pas avec la SNCF, voilà. Alors, vous rajoutez les TGV là-dessus, puis pouf, voilà. C'est clair. Donc, c'est des gros enjeux, c'est des gros sujets. Ouais. Et puis après, en fonction des volontés politiques locales, de ces différentes instances, ça marche plus ou moins bien, quoi. Ouais. Je voudrais pas monopoliser les questions. Est-ce que Jean, je vois que tu as allumé ta caméra. Est-ce que tu avais une question ou est-ce que d'autres personnes ont des questions? Peut-être Muriel, toi qui va être médiatrice à l'univers shifté, je sais pas. Je vous laisse un peu la parole. Ah bah Jean, j'en prie. Ouais, merci. Moi, je voulais savoir si vous avez interrogé les spectateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, les spectateurs. Est-ce qu'ils sont d'abord au courant, enfin, est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe chez vous, des prises de décision, des enjeux, tout ça? Et est-ce que vous les mettez dans la boucle ou pas du tout? C'est vous qui pilotez tout. Ah, c'est une super question. En fait, on a mis en place en 2022, quand on s'est dit qu'on allait faire un bilan carbone, on s'est dit tiens, mais quand même, comment est-ce que les gens perçoivent ça? Quelle vision ils ont de leur impact carbone? Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Voilà, c'est quoi leur connaissance du sujet? Donc, on a fait des entretiens individualisés avec un petit panel de 200 festivaliers, des entretiens longs pendant l'événement. En fait, on a travaillé avec un cabinet de Lille qui s'appelle Extracité. Et qui nous a accompagnés sur cette démarche-là. Et on leur a posé plein de questions. On leur a demandé, voilà, comment ils percevaient ça, comment ils percevaient l'action du festival, qu'est-ce qu'ils connaissaient de nos projets, etc. Et puis aussi comment, selon eux, les émissions carbone qu'ils pouvaient avoir sur un festival, d'où est-ce que ça venait, etc., etc. Alors, on s'est aperçu déjà d'une chose, c'est que c'est un sujet qui est pas du tout maîtrisé, voilà, c'est pas étonnant, hein, voilà. C'est à l'image de la société, tout simplement, je pense. Donc, il y a peu de connaissances de ça. Et surtout, quand on leur dit, qu'est-ce que vous, à votre avis, quels sont les leviers que vous pourriez activer en tant que festivalier pour diminuer votre impact carbone? Très peu citent l'alimentation et très peu citent les transports. Énormément citent les déchets ou l'énergie. Voilà. Donc, on est sur ces trucs-là. Et en plus, ils nous disent à la fin, mais de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on est sur le Cabaret Vert, on sait qu'on est sur un éco-festival, donc ils vont forcément y penser pour nous. Donc ils se responsabilisent sur nous, en fait. Ils nous font porter cette responsabilité. Alors c'est très flatteur, mais c'est un poids assez important à poser. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait développer, on va dire, une culture carbone sur le festival. On s'est dit qu'il fallait à un moment donné développer cette culture avec nos festivaliers. Donc c'est pour ça que les fresques du climat qu'on a suivies en interne, maintenant on les propose sur le festival. Il y a des ateliers qui sont proposés auprès des festivaliers. Et là, depuis l'an dernier, on a fait un score carbone sur les stands alimentaires. C'est un score qu'on a calculé de chaque stand de restauration. On dit aux festivaliers, attention, là vous allez consommer un plat, ici c'est émettant. En comparaison, un plat sans viande émettant, un plat à base de poulet émettant, pour leur donner un peu une connaissance des ordres de grandeur et un petit peu développer.
Super. On a fait, juste pour info comme ça, on a fait un podcast avec le centre de mémoire Juno Beach, hein, qui donne des primes à ceux qui viennent de façon en vélo, à pied ou de façon collective. Donc ils payent moins cher l'entrée, ils payent moins cher l'entrée quand ils ont ça, quoi. Ils sont très intéressés par ça. Ah, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petites astuces, en tout cas d'incitations. Nous, on n'a absolument pas voulu faire la morale, ou en tout cas culpabiliser les gens. Enfin, nous, ça reste un festival où les gens viennent faire la fête quand même. Il faut garder cet esprit festif. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, hein, franchement. Donc quand même. Mais l'idée, c'est aussi, voilà, de leur donner en tout cas une connaissance, une meilleure connaissance de ces sujets-là. Et un festival peut aider à ça. Léo, j'ai l'impression qu'il y a des questions dans le chat, non? Oui, c'est ça, totalement. Surtout qu'il y en a une qui était un peu posée avant, mais on savait pas qu'on pensait que Muriel avait un micro, c'est pour ça. Alors donc, elle posait la question déjà sur les 740 000 euros. Ouais. C'est pour ça que... Sur les 740 000 euros qui étaient investis, donc comment vous avez pu donc financer donc sur le projet d'électricité, comment vous avez fait pour investir dans le festival? Alors, ça c'est une autre casquette que j'ai. Enfin, bon, en fait, il y a une structure qui s'appelle le Centre national de la musique, le CNM, qui est un peu l'équivalent qui est l'équivalent du CNC pour le cinéma. Donc une structure assez récente, hein, qui est née pendant le Covid en fait. Donc ils ont eu à gérer la crise du Covid. C'était un beau baptême du feu pour l'équipe. Et en fait, cette structure verse des aides. En fait, elle collecte une taxe sur la billetterie et qui est reversée après aux acteurs de la musique. Et ils ont mis notamment en place très récemment, là depuis 1 an, un plan d'accompagnement à la transition des lieux. Donc, les lieux, c'est ça, les festivals. Donc tous les projets qui notamment mettent en place un vaste par exemple un vaste projet d'investissement pour la décarbonation peuvent être accompagnés par le CNM. Donc déjà nous on a une grande partie de cette enveloppe-là qui est cofinancée par le CNM. Ensuite on a l'accompagnement de la collectivité qui est présent, la ville de Charleville-Mézières en l'occurrence. Et puis on a quelques partenaires privés aussi qui nous soutiennent. Alors Cabaret Vert c'est un exemple un peu à part, hein. Il y a plus de 500 maintenant partenaires autour du festival. C'est essentiellement mécénat. Et on est maintenant sur un peu plus d'1,5 million, quasiment 2 millions d'euros de mécénat sur le cabaret. Donc on a tout un réseau local de partenaires qui nous accompagnent, plus les collectivités traditionnelles. Et comme tu disais que ça allait devenir un écolieu, les systèmes électriques ont été installés, ils vont être installés aussi pour cet écolieu qui va être... Ouais, alors je peux pas rentrer dans les détails, mais il y a sur le site même là le projet de réhabilitation de la Massérienne en tiers-lieu. Il y a déjà une partie là qui va être réouverte cet été parce qu'on a créé en fait, on a construit un hangar de stockage pour mettre tout le matériel. 3600 mètres carrés. Et là, on l'a réhabilité, on a racheté un autre hangar à côté. Enfin, voilà, nous on joue un peu au Monopoly, et on a racheté un autre hangar, et dans l'ancien hangar, du coup, on a fait des travaux pour en faire un atelier bois partagé. Donc, c'est un atelier de construction, où il y aura de la formation pour les acteurs du spectacle vivant dans notre territoire, pour construire des décors. On a un autre festival très important à Charleville, qui est le Festival des marionnettes, qui a lieu tous les 2 ans, qui attire 150 000 spectateurs, ils ont des gros besoins. Je connaissais plus Charleville-Mézières pour ça à la base. Ah ouais. C'est super, c'est un super événement. Très important pour Charleville. Enfin, en plus, c'est un truc assez incroyable. À la base, il devait pas y avoir de festival de marionnettes à Charleville. C'est une volonté locale, comme le Cabaret Vert, un acteur local qui du jour au lendemain a dit je vais faire de la marionnette à Charleville. Depuis, c'est la capitale mondiale de la marionnette. Donc voilà, donc on travaille avec eux. C'est un atelier du coup, et donc cet atelier va être aussi alimenté par des panneaux photovoltaïques. Si on a mis la haute et basse tension sur le site, c'est aussi pour permettre ça, les raccordements. Donc évidemment, tous les travaux qu'on va mettre en place pour l'électrification du site du festival, ils vont bénéficier à l'aménagement de cette friche. Donc ça va avoir un effet plutôt positif en l'occurrence. J'avais une autre question, donc c'était pourquoi augmenter encore la fréquentation du festival? Je commence un peu à expliquer, mais...
Le modèle économique de notre événement, en fait, Ouais. qui s'autofinance à 80%. On a un petit 5% Et des même là, avec collectivités. les gens qui sont déjà présents et les festivaliers déjà de base, ça suffit pas, faut continuer à grossir. Alors, en fait, maintenant, on est il y a une équipe de 20 salariés, Ok, ouais, donc voilà, ouais. qui travaillent à plein temps sur la mise en place du festival. Donc, il y a ça. Euh, J'en ai parlé un peu en introduction tout à l'heure, mais sur les grands événements, depuis 2-3 ans, depuis la reprise post-Covid, il y a quand même une très nette augmentation des coûts de production sur les grands festivals de musique. Les artistes seront beaucoup plus chers. On en parlera dans 10 jours à Lille sur les rockstars, mais je peux vous dire que les cachets sont très 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 importants, les cachets artistiques, les charges de production également. Il y a eu la crise énergétique ukrainienne qui a quand même eu un sacré impact sur également l'énergie des festivals et des salles, sur les coûts en énergie. Et puis le coût assurantiel. Moi, pour ça que je suis Ok. très intéressé là par entendre l'intervenante sur les assurances, parce que je pense que c'est le sujet majeur des grands festivals, parce qu'à un moment donné, nos grands événements vont peut-être devenir inassurables. En tout cas, c'est une petite musique qu'on commence à entendre. Et quand on voit maintenant les accidents météorologiques qui s'enchaînent, là, la saison des festivals vient d'être lancée. On a quand même eu les papillons de nuit qui ont été annulés il y a 3 semaines. Le festival du Jardin du Michel, près de Toul, qui est dans la région Grand Est, des amis du Cabaret Vert, pareil, qui ont dû annuler à cause de pluie torrentielle. J'étais à Willowgreen il y a 15 jours. Bon, ils n'ont pas été annulés, mais on a quand même eu une météo de merde. Enfin, on sent que voilà, ça s'enchaîne et on n'est pas à La l'abri d'avoir des dynamique est en train de canicules. changer, ouais. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc pourquoi est-ce qu'on augmente la jauge? C'est parce qu'il faut qu'on aille chercher un peu d'argent en billetterie pour pouvoir continuer à financer, à organiser le festival, tout simplement. Ok. Et il faut que. Attends, pardon, des fois je coupe le micro de la captation. Il faut que, parce que je prends des notes, il faut que cette augmentation soit constante. De jauge? Ouais. Non, non. Mais alors après, c'est des étapes qu'on se donne et après, il y a aussi, je pense que, en fait, là, petit à petit, le festival, je pense, va commencer à atteindre ses limites. Et ça, c'est ma grande théorie personnelle, mais je pense qu'on arrive à l'âge des limites. Voilà, on les touche les limites. On commence tous à les toucher. On a eu un premier coup de semonce avec le Covid. C'était la première limite sanitaire, la première alerte, vraiment, je pense, très chaude. Et donc là, on y est. Là, on est dans cet âge des limites et la limite de la jauge, elle va arriver de toute façon. À un moment donné, déjà, nous, on a un territoire géographique, on a le site en lui-même qui peut pas absorber plus de gens. On a une contrainte naturelle avec la Meuse, avec l'espace. On est entouré de riverains, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même des riverains autour de nous. Il y a les contraintes réglementaires, du coup. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc voilà. Et puis les limites environnementales, les limites climatiques, les limites économiques. Enfin tout ça, on commence à les cerner, quoi. À un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin. Parce que là, d'ailleurs, augmentation de jauge, ça veut aussi dire augmentation de la durée du festival, ou alors vous rajoutez des scènes, ou comment ça marche? On était passé à 5 jours en 2022 et 2023, en reprise post-Covid. 2022, le secteur des festivals et musiques actuelles a eu une espèce de surchauffe complète. Tout le monde s'est emballé en se disant on sort de 2 ans de frustration, on va mettre des spectacles dans tous les sens, remettre des scènes dans tous les sens. Il y a eu vraiment, je pense que tous les prestataires de scènes, l'été 2022, ils le maudissent, quoi. Ça a été une catastrophe. Donc on est passé par beaucoup d'effervescence, beaucoup d'envie aussi. On avait beaucoup d'envie de refaire les choses. On a été frustrés pendant 2 ans. Et là, on est redescendu à 4 jours. On s'est rendu compte quand même que fallait ralentir un peu. 5 jours, c'est épuisant pour les gens quand même. 5 jours de festival, quand t'arrives le lundi, t'es quand même bien explosé. Pour les bénévoles, les organisateurs, pareil. Et puis il y a le pouvoir d'achat aussi. Enfin, je veux dire, 5 jours de festival, c'est 5 jours où tu dois boire, manger, acheter des billets. On sent que là aussi, il y a une limite qui commence à se poser, quoi. Donc, on est revenu à un rythme un peu plus supportable, on va dire, quoi. Donc, bah ouais, on a augmenté. En fait, on a toujours 2 grosses scènes et effectivement, on fait plus de petites scènes pour pouvoir avoir un peu plus de densité en matière de programmation, pour pouvoir se singulariser aussi un peu plus par rapport aux autres festivals, parce que c'est un secteur très concurrentiel. Donc, ça se tire un peu la bourre quand même entre festivals. Donc, on essaie chacun d'avoir sa différence dans la prog, dans les esthétiques, dans les aménagements.
Je dis souvent que maintenant les grands festivals deviennent un peu des parcs d'attraction. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait chaque année un peu sa nouvelle scène, sa nouvelle installation. Là, pour preuve, maintenant tous les gros festivals mettent des grandes roues. Je trouve ça très bête de foutre une grande roue sur un festival, mais bon, je pense que ça sert à rien. Mais enfin, si, ça fait c'est un peu voilà, c'est une autre expérience, on va dire. Mais et voilà. Donc il y a un peu ce délire-là aussi. Et je pense que c'est tout l'enjeu d'un grand festival ou d'un festival en lui-même, c'est de s'installer sur une zone, un site qui est pas prévu pour à la base, c'est pas prévu pour d'accueillir autant de monde et de mettre des scènes et de provoquer un délire. Notre directeur artistique sur le cabaret, il dit qu'on est un peu des escrocs, quoi. Parce on fait de l'escroquerie pour les gens. On leur vend un délire, on leur vend un rêve pendant 4-5 jours. Native, on crée un décorum, on crée un imaginaire, on crée une histoire. On les invite dans ce délire-là pendant 4-5 jours à faire la teuf avec nous, quoi. Ben oui, c'est ça nos métiers, hein, nous qui sommes dans la Ben ouais. hein, on est tous là-dedans. Hein. Et c'est là l'imaginaire en matière de décarbonation, il peut être intéressant. Comment est-ce qu'on arrive à croiser les deux, quoi? Comment est-ce qu'on arrive maintenant à travailler ces questions-là, à embarquer les gens là-dedans, à leur faire prendre conscience que bah ouais. Non, venez pas en bagnole, venez en vélo. Bah ouais, on va arrêter de bouffer des burgers, on va tous avoir un régime alimentaire décarboné, puis on va faire attention dans nos achats. Enfin, je pense qu'un festival peut aussi contribuer à cet imaginaire-là, à travailler un peu ça, à faire changer ses comportements, quoi, sous le prisme de la décarbonation. Est-ce que, alors je m'excuse, je pose encore une question, il se fait tard, mais moi ça me fait penser à un autre festival que je connais bien, le Paléo Festival en Suisse. Ouais. Eux, parmi ce qu'ils développent comme scène alternative d'accroche pour faire rêver, c'est lié au spectacle vivant. Il y a un truc qui s'appelle La Ruche. Ils ont une programmation où tu peux même presque y laisser tes enfants, tellement c'est trop bien. Est-ce que vous êtes dans du... Enfin, c'est des coûts supplémentaires, mais en même temps, c'est pas des coûts aussi importants que peuvent l'être des méga têtes d'affiche, quoi. C'est sûr que c'est pas gratuit, mais... On a ça en fait depuis le démarrage. Le Cabaret Vert, c'est positionné comme un festival, on va dire pluriculturel. En fait, on a toujours fait le lien entre biodiversité et diversité culturelle. Donc, on a toujours travaillé ça. Donc sur le Cabaret Vert, tu peux aller voir un gros concert de métal qui tâche, et puis après te faire dédicacer une BD parce qu'il y a 70 auteurs BD. Aller voir un documentaire parce qu'on a un espace de court-métrage. Donc, tu peux voir une centaine de courts-métrages en conditions cinéma, hein, au casque, dans des vraies salles, aménagées. C'est un vrai pari pour faire de la projection de cinéma sur un festival avec 5 scènes. Ben là, ça marche. Avec une association locale, la pellicule ensorcelée, pour pas les nommer. Et donc, on fait toute une programmation cinoche, adaptée à l'horaire du festival. En journée, c'est plutôt grand public. Et puis le soir, c'est un peu plus déviant. Le samedi soir, on a la petite heure coquine, quoi. On a une projection de films militants, érotiques, un peu drôles, voilà, un peu trashy, quoi. On fait des nuits dehors, voilà. On fait des documentaires parce qu'on a un espace où on fait des talks, des conférences, des tables rondes, des ateliers en lien avec des sujets environnementaux et sociétaux. Donc on fait aussi des documentaires, des projections de documentaires en lien avec ça. Et puis il y a un espace également famille, en effet, où on peut faire des ateliers, où il y a des petits spectacles, où des endroits où on peut chiller, un peu se poser, être un peu en dehors du son, faire des pauses, se calmer un peu les oreilles. Nous, on travaille beaucoup la circulation, le fait d'avoir plein de zones d'assises, d'être sous les arbres, d'être sorti du son aussi, de pas être festival, c'est fatigant, hein, c'est épuisant quand même, c'est beaucoup d'énergie. Nous, on essaye aussi de proposer aux festivaliers des moments de pause en fait, des vraies pauses. Voilà, avec cet éclairage-là sur le festival, on comprend mieux le tissage, le lien social que tu abordais au démarrage. C'est puissant, c'est génial. Hein. Franchement, ça donne effectivement envie de se battre pour que ça perdure, quoi. Mais c'est pas qu'un truc où les gens viennent en fait, on considère pas les gens comme des consommateurs, comme des gens qui achètent un billet uniquement ou qui viennent consommer des bières. On travaille beaucoup la notion de convivialité et le fait qu'il y ait du bénévolat, 2500 bénévoles, ça joue pour beaucoup aussi. C'est quelque chose, c'est très incarné en fait. C'est un festival qui est très incarné à ce niveau-là. Et on dit souvent en interne, quand on accueille les spectateurs sur le festival, on le fait comme si on invitait des gens à manger, quoi. Enfin, quand tu organises un festival et que tu accueilles du public, tu te dis, merde, je vais quand même bien les accueillir, donc ça va être propre, puis je vais un peu soigner le truc, puis, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien manger? Je vais quand même faire un truc sympa, un truc qui change un peu, puis à boire, je vais aller acheter un truc rigolo, enfin,
enfin, voilà, tu soignes les gens. Puis les toilettes, je vais les nettoyer. Nous, on a que des toilettes sèches sur le festival depuis le démarrage. C'est un surcoût phénoménal. Déjà, c'est des millions de litres d'eau qui sont économisés. Puis c'est propre tout le temps. Et quand vous êtes une nana en festival, je peux vous dire que c'est un vrai plus. Des petits détails. Hein. Ah tiens, salut Jeanne. Je pense que tu arrives à la fin parce que il est déjà 21h04. Je suis désolé. Est-ce que on prendrait une dernière question? Est-ce que quelqu'un ou est-ce que on lève? Moi, j'en ai une petite dernière. Je sais que ça te dérange pas, Jean. Je veux pas non plus te prendre d'autres mots. S'il y a d'autres festivals qui t'avaient contacté pour savoir comment s'organiser sur différentes thématiques et tout. Pas du tout. Quelles différentes thématiques sur sur toutes ces thématiques en tant que conseiller, toi, si vraiment tu avais donné des conseils à d'autres festivals ou d'autres trucs qu'on t'a ouais, alors moi quand j'étais au cabaret, on était beaucoup appelés. En tout cas, on nous appelait pour avoir du conseil sur plein de sujets différents. J'en ai pas parlé de tout, mais on travaille aussi bien entendu les notions d'accessibilité. Ce que j'allais dire, ouais, t'es bien renseigné sur plein de sujets, ouais, donc. Voilà, sur la question des VSS aussi, on travaille beaucoup ces sujets-là. Donc, puis on expérimente beaucoup de choses. Il y a plein de trucs. Enfin, moi, je dis souvent, être dans ce genre de démarche aussi, c'est expérimenter des choses et c'est se planter. Hein. C'est pas forcément réussir tout le temps, c'est pas très grave. Quoi. Faut reconnaître le fait de s'être planté. Je pense que il y a beaucoup de festivals qui font un peu de greenwashing, qui disent on fait des trucs machin, mais il faut aussi dire quand ça marche pas, c'est pas un problème. Ça. Donc oui, on partage beaucoup. En effet, il y a beaucoup de festivals de toute taille, des fois même d'esthétiques complètement différentes. Je pense à des festivals d'art de rue, par exemple, en Belgique, avec qui on a échangé. Et puis d'autres festivals équivalents, tu vois, on discute beaucoup avec, je peux citer Wheel of Green, mais les Eurockéennes, les Gars de Terre du Son, les copains de Décibule en Alsace, enfin, il y a quand même une prise de conscience qui est en train de naître dans les festivals. Et historiquement, quand même, dans le secteur des musiques actuelles, en tout cas, la prise de conscience écologique dans la culture, elle est quand même, elle est née là, quoi, au niveau des festivals, quoi, qui sont emparés assez rapidement de ces questions-là et des dispositifs existants, quoi, plus que les salles, je trouve. Bien plus tôt, en tout cas. Okay. Et sinon, niveau artistes, est-ce que c'est vous qui portiez ces démarches-là ou c'est vraiment les artistes aussi qui vous fait part de ces démarches-là, certains que vous invitiez? Ah, là, on va teaser. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça rentre un peu dans le sujet. Ouais, non, mais il y a peu d'artistes qui sont réellement engagés. Faut pas se leurrer. Okay. C'est compliqué. Enfin, nous, en tout cas, dans le secteur des musiques actuelles, hein, je parle vraiment du secteur que je connais mieux. Les artistes qui viennent sur le cabaret vert, ils viennent pas parce que on a une démarche éco-responsable, qu'on a une charte, tout ça, tout tralala, plein de bénévoles engagés, tout ça. Très souvent, certains le découvrent pendant le festival et sont super étonnés et il y a des vraies relations qui se nouent, des vrais liens et voilà, je pense que ça crée des choses. Mais au démarrage, ils viennent pas pour ça. Donc non, par contre, ce qu'on fait dans la programmation maintenant de plus en plus, c'est qu'on est quand même attentif à accorder une place quand même aux artistes qui sont engagés. Et c'est vrai dans certains courants musicaux, je pense dans les musiques électroniques, beaucoup. On a quand même beaucoup de collectifs, beaucoup d'artistes qui sont militants, qui sont engagés sur la cause environnementale ou sur des causes sociétales. Et on a un regard un peu plus levé dans la programmation avec eux. Puis on leur donne la parole aussi sur le festival. On les invite à des tables rondes, tu vois. Fra, il va être Univers Shifté la semaine prochaine, mais il vient également prendre la parole sur le cabaret. On va faire une table ronde sur l'engagement écologique des artistes. On va faire par exemple une table ronde sur l'engagement sur rap et écologie. Là, on a un gros vendredi hip-hop. Comme tu disais sur ton événement à Dijon, c'est ça? Et puis sur Sud Dijon aussi. Et sur le cabaret, par contre, on a aussi Nino à Golden Coast, mais au cabaret, on va avoir Nino. Bon, Nino, une vedette du rap français, hein, qui a rempli 2 stades de France, 1 an et demi à l'avance. Donc c'est colossal. Bon, sa scénographie, c'est un jet privé sur scène. Bon, c'est intéressant de parler des imaginaires entre rap et écologie. C'est la musique la plus écoutée de France, c'est celle qu'écoutent nos gamins, qu'écoute mon ado à côté, enfin voilà. Mais en même temps, on va essayer de travailler ces questions-là, ouvrir des débats, puis d'enclencher des discussions avec les artistes, quoi. Parce qu'on a besoin d'eux, hein, on a besoin d'artistes sur ces questions-là, quoi. Je les trouve trop peu, ils prennent encore trop peu la parole à mon goût. Encore un peu timide.
C'est un peu ce qu'on a essayé de provoquer avec ce sujet de table ronde qu'avait proposé Herman et toute l'équipe qui s'est montée sur la mise en route de cette table ronde là, à l'univers shifté, qui, je le rappelle, aura lieu samedi 22 vers 17h à Lille. Si vous n'avez pas encore vos places et que vous pouvez y aller, allez-y. Je m'excuse parce que je pense que c'est déjà assez long. Je te remercie infiniment, Jean, pour ta disponibilité, ta parole libérée, tout ça. C'est très agréable. Ouais, merci, c'était super intéressant. Merci à D'ailleurs, vous. pour finir, Vous êtes les bienvenus dans les Ardennes, bien entendu, mi-août, du 15 au 18 août, j'ai pas dit, mais bien Ok. entendu, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Franchement, ça donne On fait trop des envie. visites. Si vous voulez faire une visite du festival, on organise ça, on fait des éco-visites. Si vous voulez voir tout ça de l'intérieur, des coulisses, tout ça, il n'y a pas de problème. On peut faire ça. Au Nickel. classe. Au classe. Merci. Merci encore. Merci. Et puis bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci. Salut.